À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie, bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je me trouve à Delémont en compagnie du docteur Antonios Liolios. Bonjour docteur. Bonjour Rapou. Et puis de sa patiente Amélie. Bonjour. Bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui tous deux pour parler d'un sujet spécifique, la sclérose en plaques, et plus spécialement du pan psychologique, de l'impact psychologique de cette maladie sur le quotidien, et puis comment, en tant que docteur psychiatre, qui est votre spécialité, docteur Liolios, on accompagne une jeune femme comme Amélie dans ces difficultés-là. Comment ça s'est passé déjà la découverte de ce diagnostic et puis les changements qu'il a dû y avoir dans votre vie avec la sclérose en plaques, Amélie? Alors j'ai été diagnostiquée en février 2019. Donc là je travaillais en restauration. J'ai toujours travaillé en fait en restauration. J'ai fait mes études dans ce métier. Et puis j'ai commencé en fait d'avoir des symptômes déjà bien une année avant. Donc il m'a fallu environ une année pour savoir, enfin pour réaliser que j'avais cette maladie. C'est clair que physiquement c'était très très compliqué. Donc pour moi, je travaillais donc à l'époque à 80%. Et j'ai commencé d'avoir des symptômes qui étaient toujours plus importants. Et donc là, j'ai dû faire plusieurs examens, plusieurs contrôles chez le médecin. J'ai dû même moi, à un moment donné, un petit peu, on va dire, taper du poing sur la table pour qu'on me prenne au sérieux, parce que forcément à l'époque j'avais 25 ans, c'est-à-dire que à 25 ans, en général, on est en bonne santé, tout va bien, mais là je sentais que vraiment c'était quelque chose de grave. Donc à un moment donné, j'ai réussi à obtenir une IRM cérébrale qui a dévoilé effectivement que j'avais une sclérose en plaques. J'ai continué encore après de faire pas mal d'examens, typiquement comme la ponction lombaire, d'autres IRM aussi, des prises de sang, des choses comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, quand mon médecin de famille à la base me dit que j'ai cette maladie, forcément je tombe de haut. Et moi, ma première question, parce que je ne connaissais pas du tout la maladie, avant, j'en avais déjà entendu parler, mais sans plus. Ma première question était quand est-ce que je serai en chaise roulante? Et à partir de ce moment-là, ma vie est complètement changée, et j'ai l'impression que je deviens une nouvelle personne et je dois absolument m'adapter et réapprendre à me connaître pour pouvoir continuer d'avoir une vie plus ou moins stable. Alors qu'est-ce qu'on vous a répondu à cette question? Quand est-ce que je serai en chaise roulante, Amélie? Alors on m'a dit que, donc mon médecin de famille m'a dit que en fait ça dépendait, peut-être que je ferais seulement une poussée et que après pendant tout le reste de ma vie je n'aurais plus jamais de problème avec cette maladie. C'est toujours aléatoire, faut savoir que c'est vraiment au cas par cas. Ou alors typiquement là il fallait vraiment attendre de voir quel stade déjà c'était, parce qu'on peut pas dire dès le début oui vous êtes à ce stade ou à ce stade là donc ça va se passer comme ça. C'est vraiment en fait avec cette maladie on est obligé de vivre au jour le jour, et c'est ça qui est le plus compliqué, parce que les médecins souvent m'ont répondu à toutes mes questions par un je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez 29 ans, donc vous êtes dans la pleine force de l'âge, avec, j'imagine, plein de projets, plein d'envies. Dans quelle mesure les choses sont possibles ou, à l'inverse, impossibles? Alors effectivement, j'ai dû changer beaucoup de choses par rapport à cette maladie. Maintenant, oui, j'ai beaucoup de projets encore. Moi, je suis une grande travailleuse. J'aime beaucoup travailler.
je suis très active en général à la base et là c'est vrai que je dois vraiment m'adapter, c'est-à-dire que je peux toujours continuer de travailler mais je dois baisser mon pourcentage et je dois toujours programmer, on va dire, mes journées pour pas que mes journées soient trop chargées. Voilà. Donc ça veut dire qu'avant j'étais toujours à 200%. Maintenant voilà, j'essaye de faire des demi-journées de travail. Ça c'est vraiment très important. Il faut que je puisse faire beaucoup de pauses parce que oui, il y a la fatigue, mais il y a aussi justement le côté cognitif au niveau de la concentration où c'est vraiment pas évident et ça dépend un petit peu des jours. Il y a des fois où je vais pouvoir faire ma demi-journée normale et il y a des fois au bout de 2 heures je vais me dire non mais en fait ça sert à rien que je continue parce que je suis absolument inefficace et là je sais que je dois arrêter, faire une pause, des fois même faire une sieste et il y a des fois même carrément où je ne peux absolument rien faire. Donc c'est vraiment encore une fois au jour le jour, au cas par cas. Et puis après, j'ai quand même la chance d'avoir un travail qui me soutient énormément par rapport à ça. Donc ils savent exactement ma situation et c'est vrai que ils font quand même passer mon bien-être avant tout au travail. Je crois savoir, Amélie, que vous avez pu obtenir un soutien de l'AI tout récemment. La décision vient de tomber, c'est juste? Oui, tout à fait. Donc officiellement, ça fait donc depuis février que l'AI me verse un quart de rente, justement par rapport à ces problèmes vraiment cognitifs au niveau de la fatigue, de la concentration, et c'est vrai que ça met quand même d'un grand soutien. Financier? Alors oui, financier, disons que ça m'aide quand même un petit peu. Alors après, c'est clair que il faut pas compter sur ça, seulement sur ça, mais financier. Et après, voilà, aussi je suis enfin reconnue par rapport à ma maladie, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même mené un combat assez difficile pendant 3 ans pour être reconnue et pour arriver là où j'en suis. Oui, il y a cette question qui soulève, Dr Liolios, toutes ces maladies dont les personnes souffrent mais qui ne se voient pas forcément. Tout à fait. Ça, c'est malheureusement toujours un problème en ce qui concerne la reconnaissance, non seulement de la part de l'AI, mais aussi de toutes les assurances sociales. C'est qu'effectivement, les choses ne sont, quand ça se voit pas, quand c'est pas alors une jambe qui manque ou quelqu'un qui est sur chaise roulante, c'est très facile de dire que la personne ne souffre de rien. Pour les gens qui écoutent le podcast, ils peuvent pas voir, mais effectivement, Amélie, c'est une jeune dame à pleine santé à l'extérieur. Donc, on pourrait jamais leur imaginer qu'elle puisse avoir ce type de limitation. Et c'est surtout le problème de la fatigue, parce que c'est quelque chose qui fluctue d'un jour à l'autre, même aussi au cours de la journée. Et puis, c'est pas seulement la fatigue qu'on peut avoir la plupart des gens au quotidien, c'est-à-dire qu'on a fait un peu plus d'efforts, donc on a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer, on doit faire une sieste, on doit faire un week-end tranquille, et puis le lendemain, on se trouve en forme. C'est beaucoup plus insidieux, et puis qui demande beaucoup plus de temps pour récupérer. C'est aussi une fatigue physique, c'est une fatigue cognitive. À un moment donné, ça amène aussi à une fatigue psychique, qu'à un moment donné, c'est le sentiment d'avoir un ras-le-bol, le bon français, c'est un sentiment de ne pas pouvoir faire tous les projets qu'on a. Donc, et puis, c'est surtout que la tête dit une chose et le corps n'est pas d'accord avec tous ces projets-là. Et ça, c'est une confrontation qui est quand même, pour plein de gens qui sont des maladies neurologiques, on trouve la fatigue très souvent sur les patients atteints de cancer. Et puis, c'est toujours difficile de convaincre les gens parce que pour le moment, il n'y a pas d'instruments qui peuvent mesurer cette fatigue de manière objective pour pouvoir dire qu'il y a un problème. Et puis, que ce problème, c'est pas juste une banalité, c'est pas un manque de volonté de la part du patient, mais c'est vraiment
parce que le patient ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est difficile à comprendre d'un point de vue des assurances sociales, mais aussi au niveau de la société. C'est quand même très difficile de dire que je ne peux pas. Je dois annuler des rendez-vous au dernier moment, des obligations, des rendez-vous aussi avec des amis, de mener une vie normale. Parce qu'effectivement, on a quelque chose qui n'est pas visible depuis l'extérieur. Mais ça, justement, Amélie, au niveau de votre entourage, au niveau de vos amis, de votre vie sociale, ça a été accueilli comment? Vous avez eu la chance d'être bien soutenu ou il y a eu beaucoup d'éclaircissements à donner? Alors, à ce niveau-là, oui. Alors effectivement, quand j'ai eu le diagnostic qui est tombé, alors j'avais la chance d'être accompagnée dans la vie. J'avais un ami qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup soutenue. Et les amis, ils comprennent sans vraiment comprendre, parce que tant qu'on vit pas ce genre de choses, on peut pas vraiment savoir. Alors bien sûr, ils ont de l'empathie, mais par contre, ils oublient très vite que je n'ai plus les mêmes capacités, on peut appeler ça comme ça, qu'avant. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'à chaque fois, il faut toujours faire un petit point de rappel. Et moi, j'aime pas trop me plaindre en plus. Alors, mais ça fait vraiment, oui, mais bon, vous savez, moi, je peux pas faire comme vous. Et souvent, c'est ah ouais, bon, mais quand même. Donc, oui, ils ont conscience, mais tant qu'ils le vivent pas, ils peuvent vraiment pas le comprendre. Et surtout, comme le docteur le disait juste avant, c'est vrai que c'est très très difficile, parce que souvent le corps veut quelque chose, veut faire quelque chose, et la tête ne peut pas. Et pour moi, ça, c'était vraiment très très compliqué, étant donné que je vivais vraiment à 200 à l'heure, et c'est très difficile d'accepter. En fait, j'avais l'impression de régresser, et c'était vraiment très très compliqué, justement au niveau aussi psychologique. Aujourd'hui, à 29 ans, on l'a dit, Amélie, vous êtes encore pleine de projets, d'envie, enfin la vie est devant vous. Est-ce que les rêves sont encore là, forts en vous, ou bien il y a une partie qui a été clairement brisée? Je pense qu'il y a une partie effectivement qui a été clairement brisée. Il y a des choses que j'avais envie d'avoir dans ma vie, que j'avais envie de faire, et que je me dis au jour d'aujourd'hui que ce ne sera de toute façon pas possible. Ou alors ça peut être possible, mais est-ce que ce sera réellement un bon moment que je vais pouvoir avoir par rapport à ça, à ces projets? Je pense pas. Donc si c'est pour au final me rendre la vie plus difficile parce que je veux mes rêves de princesse, je pense pas que ça vaille réellement la peine. De ce point de vue-là aussi, le docteur Liolios vous accompagnait certainement très fort, Amélie, dans le réajustement de ses envies, de ses besoins, et puis peut-être de mettre un sens aussi à la maladie. Pour ça, je suis un peu mitigé, parce que de donner un sens dans la maladie, c'est quand même parfois un peu de forcer de donner du sens à la maladie, parce que les gens, parce que c'est une maladie pour laquelle ça tombe du ciel, il n'y a pas alors une explication facile. Et puis c'est clair que c'est une maladie qui, comme disait alors effectivement Amélie avant, c'est quand même une maladie qui est complètement aléatoire. Et puis très souvent la réponse qu'on donne, c'est je ne sais pas. Et puis c'est plutôt dans le sens que ça que c'est important de faire face à l'inconnu dans ce type de situation, qui est très souvent, il y a un neurologue qui peut dire mais il y a quand même une nouvelle poussée, et puis tout d'un coup on doit changer un traitement, on doit faire des examens encore plus poussés, etc. Et puis c'est l'idée d'accompagner aussi dans cette phase d'inconnu, de stress aigu qui tombe du ciel. Et qu'à un moment donné, on est vraiment là pour pouvoir aussi accueillir ce type d'émotion qui vient, malgré le fait que, voilà, c'est le cas alors d'Amélie, elle a quand même tout à fait la capacité de pouvoir faire par elle-même. Mais c'est toujours bien d'avoir un lieu où on peut déposer, on peut expliquer, on peut expliciter, on puisse élaborer la suite.
Amélie, comment vous allez aujourd'hui, actuellement? Oui, alors actuellement, c'est pas tout simple parce que j'ai donc fait une nouvelle poussée dernièrement. La maladie est de nouveau active. J'ai reçu quand même un coup dur en fait pour moi, étant donné que ça faisait quand même plus de 2 ans qu'elle était stable, inactive. Et là, du jour au lendemain, je dois de nouveau tout rechanger, tout réadapter. Donc voilà, j'ai plein de rendez-vous chez plein de médecins différents parce qu'il faut savoir que la sclérose en plaques, ça engendre tellement de symptômes différents. En fait, à chaque fois que j'ai un petit symptôme, ça peut vraiment être la sclérose en plaques. Donc, je dois aller chez des spécialistes, courir à gauche, à droite. Donc, tout en travaillant quand même. Et c'est vrai que aussi, en essayant de garder le moral, et c'est pas évident. Donc voilà, c'est une période un peu compliquée pour moi. Je rebondis un peu sur la question d'avoir plein de médecins et puis parce que tout peut être interprété comme un symptôme d'une nouvelle poussée, d'une recrudescence de la maladie et puis ça c'est tout à fait juste. Et puis c'est pas nécessaire d'être hypochondriaque pour pouvoir cette attitude-là parce que c'est vrai pour une maladie neurologique qui est assez particulière, tout peut être en effet un symptôme de la maladie. C'est pour cette raison-là, dans un mode idéal, c'est vraiment d'avoir pouvoir une équipe pluridisciplinaire de médecins de toutes spécialités, ou en tout cas des spécialités de base, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent prendre les choses au sérieux et puis vite. Parce que plus que le temps passe, pire que c'est, parce que c'est l'angoisse quand même qui augmente. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle poussée? Est-ce que c'est juste un symptôme banal, un petit bobo qu'on reçoit tous? Et c'est pour cette raison-là que c'est quand même quelque chose de nécessaire d'avoir les gens en coopération et surtout aussi d'avoir la patiente au centre. Parce que si c'est juste de banaliser tout et de dire oui, mais c'est rien, ça c'est quand même très compliqué après pour la prise en charge. Si c'est rien et quelque chose quand même grave. Et pour cette raison-là, on doit prendre les gens beaucoup plus au sérieux, de donner beaucoup plus de temps pour être vraiment à l'écoute de chaque symptôme, même des symptômes qui sont à l'apparence, alors sur la surface simple. C'est vraiment de pouvoir aussi les prendre au sérieux et puis de donner du temps pour les écouter. Et surtout, il ne faut jamais avancer contre elle parce que c'est justement là qu'elle va encore plus évoluer vite. Alors si on accepte et qu'on arrive à écouter son corps et à avancer main dans la main avec la maladie, je pense qu'il y a énormément de chances qu'on puisse vraiment bien s'en sortir. Oui, c'est ça, hein, Dr Liolios. C'est très intéressant ce que dit Amélie, cette notion des mots qu'on met sur les choses, hein, de pas partir dans un combat, mais peut-être dans une collaboration. Tout à fait. Si vous voulez, parfois, je me pose la question. Pourquoi Amélie vient toujours? Parce qu'effectivement, elle a tout à fait une très bonne capacité d'introspection par rapport à sa propre situation et puis une vision de devoir de changer la posture, l'attitude par rapport à la maladie, que ça, on ne trouve pas toujours. Et à la fois, ça, c'est quand même alors très important de pouvoir mettre des mots, de pouvoir aussi prendre un peu de la distance au niveau émotionnel, au niveau affectif, de pouvoir réfléchir aussi sur les prochaines étapes. Et puis ça fait quand même la grande différence par rapport à une psychothérapie simple, entre guillemets, et puis l'accompagnement pour les gens qui sont confrontés à ce type de maladie chronique. Amélie, on termine juste par cette réponse au Dr Liolios. Pourquoi vous venez toujours alors? Parce que j'ai la sclérose en plaques, oui, mais à la base, je suis venue le voir parce que voilà, il fallait quand même effectivement un suivi psychologique
aussi au niveau de tout ce qui est administration, avec l'AI, avec les assurances et tout ça, même avec le travail. Vous êtes déjà venu au travail, donc voilà. Et c'est vrai que ça me fait aussi du bien, justement, d'avoir un soutien. Au début, j'avais pas du tout confiance en lui. Et maintenant, c'est vrai que franchement, on a une super relation. Et bien évidemment, il n'y a pas que la sclérose en plaques. J'ai aussi moi-même d'autres choses personnelles où j'aimerais pouvoir trouver des réponses, avancer et savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie. Parce qu'en effet, alors, j'ai rebondi sur ça aussi, bon, pour Amélie, mais aussi pour tous les patients, ils n'ont pas seulement leur maladie. Ils ont quand même alors toute une pensée avant la maladie. Ils ont quand même alors des rêves qui sont bien évidemment influencés par la maladie, mais c'est aussi la capacité de pouvoir donner aussi des ailes pour l'avenir. C'est une belle conclusion. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents à mes côtés aujourd'hui. Merci Amélie. Merci à vous. Merci Dr Liolios. Merci à vous. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble.